Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce rendez-vous de la mobilité collective, des rendez-vous de la mobilité durable du Conseil régional de l'environnement. Mon nom, c'est Blaise Rémiard. Je suis responsable des dossiers de transport et d'urbanisme au Conseil régional de l'environnement. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir ici en salle et à la maison, au bureau, par les voies de l'Internet. Alors, c'est un grand plaisir d'organiser cette discussion aujourd'hui sur le projet de transport, le plus grand projet de transport collectif au Canada présentement, le projet de train à grande fréquence, grande vitesse, Québec-Toronto ou Québec-Windsor si on voit plus loin dans le temps. Et donc, avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, partenaires influenceurs, l'Agence de mobilité durable, Montréal physiquement active et l'Autorité régionale de transport métropolitain, ainsi que notre partenaire allié, la Fondation familiale Trottier. Et sans plus attendre, je cède la parole à l'animatrice d'aujourd'hui, Sarah Védoyon, directrice générale de Trajectoire Québec. Merci. Oh mon Dieu, tu es plus grand que moi, Blaise. Merci beaucoup. Donc, merci, Blaise. Effectivement, moi, c'est Sarah Doyon. Je suis directrice générale de Trajectoire Québec. Trajectoire Québec, c'est une association qui fait la promotion du transport collectif, qui fait aussi la promotion des intérêts des usagers, des usagères partout au Québec. Donc, vous comprendrez mon enthousiasme à être ici aujourd'hui pour animer ce panel qui traite du grand débat, peut-être, qu'on a dans les cercles de la mobilité en ce moment. Est-ce qu'on devrait faire un train à grande fréquence ou un train à grande vitesse? Est-ce qu'on fait les deux dans le même projet? Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a 1145 km dans le corridor ferroviaire entre Québec et Windsor. Ça touche plus de 20 millions de personnes au Canada. C'est plus que la moitié de la population canadienne. Donc, effectivement, vous le savez aussi bien que moi, il y a un projet qui est sur la table, un projet de train à grande fréquence, mais il y a tellement de voix qui se sont élevées pour parler d'un train à grande vitesse que le gouvernement du Canada s'est montré ouvert finalement à une technologie qui pourrait dépasser les 200 km/h sur certains tronçons. Donc, est-ce qu'on peut espérer un système qui soit à la fois très fréquent et très rapide? Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça collectivement ou est-ce qu'on va avoir les moyens de se payer des passages dans ce fameux train comme usager? Qu'est-ce qui est l'option qui offre le plus de valeur pour Montréal? Qu'est-ce qui a le plus de valeur, plus de bénéfices pour l'environnement en termes de décarbonation des transports? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux en termes d'aménagement du territoire, préservation des milieux naturels? Qu'est-ce qui a le plus de retombées économiques pour la région de Montréal, par exemple? C'est toutes des questions qu'on va peut-être aborder aujourd'hui. Avec nous pour en parler, 3 messieurs en soude bleu marin. J'ai osé la couleur. J'espère que ça ne punche pas trop dans votre écran à la maison. Donc, on a au bout, M. Olivier Marcil, qui est vice-président Affaires publiques Canada chez Alstom. M. Pierre Barriot, président de Gris Orange Consultant et chargé de cours à la Faculté de l'aménagement, École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal et de l'UQAM. Et M. Pierre Lefebvre, consultant et ancien conseiller senior et stratégie du PDG de Via Rail Canada, donc qui a été là à l'origine du projet de train à grande fréquence. Notre déroulement aujourd'hui, on essaie quelque chose de peut-être un peu plus dynamique que ce qu'on a l'habitude de voir, donc 3 présentations back-à-back et des questions ensuite. On va avoir effectivement des présentations de chacun de nos panélistes, mais on va les inviter peut-être à complémenter, nuancer à la fin de chacune des présentations. J'espère qu'ils seront disciplinés, sinon je devrais me rendre très autoritaire et garder le temps, parce qu'on veut quand même une période de questions à la fin. J'essaierai de me faire votre porte-parole puis de poser les questions qui, je pense, vont vous trotter dans la tête. Et si on a du temps à la fin, on aura effectivement une période de questions avec la salle. On est prêt à commencer ça. On va commencer d'abord avec M. Barriot, qui va nous faire peut-être un petit aperçu contexte historique. Merci. Comprendre la question de la vitesse, c'est fondamental. Depuis l'histoire de l'invention des premières infrastructures de transport, ça a toujours été une question d'accélérer la vitesse. La vitesse permet des distances plus grandes. Et donc, ce courant-là, on le fait de manière instinctive depuis très longtemps. Bertrand Russell, le philosophe, s'y intéresse par la suite. Lewis Mumford, Marchetti et d'autres s'intéressent toujours à la relation vitesse et espace qu'on occupe comme humain. Et donc,
la question de la vitesse dans le ferroviaire, finalement, c'est pas une question d'aller plus vite, mais c'est une question de se rapprocher. Et fondamentalement, c'est l'élément qui nous intéresse, à savoir, avec une vitesse plus élevée, est-ce qu'on peut être plus proche des autres, oui ou non? Et quelle est la façon d'être le plus proche de l'autre? Est-ce que, dans le cas du débat d'aujourd'hui, est-ce que c'est un TGV ou est-ce que c'est un TGF? Et puis, ce n'est pas une question blanc ou noir, ce n'est pas une question oui ou non. Il y a quelques nuances, il y a différentes façons d'approche. La vitesse du ferroviaire, depuis les années 1830, on cherche toujours à aller de plus en plus rapide. Déjà dans les années 1830, on trouvait déjà que ça allait trop vite quand ça dépassait les 30 km/h. Et maintenant, les citoyens canadiens se posent la question, est-ce que 300 km/h, c'est suffisant? Donc, évidemment, le temps, c'est quelque chose qui est relatif. La vitesse, c'est quelque chose qui est relatif aussi. On a eu une période où, il y a plus de 80 ans, c'était plus rapide faire Montréal-Toronto que ce ne l'est maintenant. La vitesse ferroviaire en Amérique du Nord s'est relativement stabilisée et même maintenant, on a des reculs. Quand j'étais au cégep, Via Rail offrait des 1h27 entre Ottawa et Montréal. Maintenant, le plus vite, c'est 1h50 environ, plus ou moins. Ça fait quand même pas 50 ans que j'étais au cégep, là. Bon, c'était... J'ai gradué le cégep en l'an 2000. Donc, à partir de là, il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est deux choses. Un, on a eu une évolution du trafic de marchandises qui est venu congestionner les voies. Et si on se rappelle, le deal que Trudeau père a fait lorsqu'on a rendu public les services passagers, c'était de donner priorité aux trains de marchandises. C'était la seule façon qu'il pouvait signer l'entente avec le CP et le CN pour créer ce qui va devenir Via Rail. Donc, au Canada, on a cette chose bizarre-là où les frigidaires ont priorité sur les gens d'affaires. Les vaches ont priorité sur les étudiants. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est normal? Mais on n'a pas besoin de se poser la question. La réponse est non. Okay? On ne se pose pas de question. C'est simple. La marchandise, elle peut attendre, pas nous. Donc, à partir de là, la vitesse, on a eu le changement de plus en plus rapide et après, ça a commencé à ralentir. Et la première fois qu'on décide de faire un saut qualitatif dans la vitesse, c'est dans le cadre des Jeux olympiques de 1964 au Japon. Le Japon, lorsqu'ils vont chercher les Jeux olympiques, ils veulent démontrer au monde que le Japon est de retour. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas juste faire les Olympiques à Tokyo. Bien que c'est les Jeux de Tokyo, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à Osaka, qui est environ la même distance que Montréal-Toronto. Et les Japonais, ils ont un problème de capacité majeure sur leur réseau ferroviaire. Et ils se disent, on a deux choix. Soit qu'on peut dépenser des sommes colossales pour optimiser puis essayer d'améliorer, puis ça ne va pas donner grand-chose. Ou plan B, on décide de construire une nouvelle infrastructure qui permet d'enlever une partie des trains passagers, ce qui permet d'augmenter la capacité des trains. En parallèle à ça, on a une nouvelle voie qui est optimisée et ça permet d'aller plus vite. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ça va donner les Shinkansen, les bullet trains, qui vont être capables de faire la vitesse folle à l'époque de 240 km/h reliée Tokyo à Osaka. Et dans l'imaginaire collectif, déjà, c'est un premier pas, mais le deuxième pas, le gros pas, c'est 1981, lorsqu'on va inaugurer en France le TGV Québec-Lyon, où là, soudainement, c'est plus 240, c'est 300 km/h, c'est des voies dédiées sur l'entièreté de la longueur, et soudainement, le TGV devient synonyme de trains qui ont de l'allure. Et c'est dans ce contexte-là, depuis ce moment-là, que partout, tout le monde se garoche pour faire des TGV. Maintenant, il y a des politiques européennes, le réseau TEN-T, entre autres, qui est piloté par l'Union européenne, qui vise une création d'un réseau continental de trains à grande vitesse. En parallèle à ça, si on regarde au Canada et aux États-Unis, ça va moins bien. Au Canada, on a eu le turbotrain, qui était un projet des années 60, qui, lors du voyage inaugural, le train a frappé une vache, puis tous les journalistes étaient pris dans le champ, et puis ils ont été obligés d'être ramenés en autobus. Après ça, les trains ont eu beaucoup de problèmes, puis le projet va être abandonné. Et Via Rail va se lancer dans un deuxième projet de modernisation qui s'appelle les voitures LRC.
les légers, rapides, confortables, qui étaient des voitures faites pour aller à 200 km/h, mais que le CNLCP a tapé des doigts sur les mains de Via Rail parce que Via Rail usait trop rapidement les voies. Donc, on va dire plus le droit de rouler à plus que 160. Donc, on a perdu cette vitesse-là et maintenant, Via Rail, de toute manière, ne pourrait pas rouler à 200 avec ces voitures-là puisqu'ils n'ont plus les locomotives qui vont à cette vitesse-là de toute manière. Après ça, si on va plus loin, on se rappelle notre bon vieux ami Paul Martin et David Collinette qui, sous leur règne, voulaient pousser le dossier du Jet Train, qui était un projet avec Bombardier à mettre des turbines dans des locomotives pour aller plus vite sur des voies semi-existantes. Là, malheureusement, il y aura changement de gouvernement, puis ce projet-là est abandonné. Et là, on arrive maintenant au nouveau projet. Ça fait 50 ans qu'on essaie, 50 ans qu'on n'est pas capable d'avoir de la vitesse. On est rendu au 5e projet et on se pose la question, est-ce que c'est le bon? Et le contexte qu'on a actuellement, le débat aurait pu dérailler, littéralement, il y a quelques mois, entre TGV ou TGF, au point où, si j'étais dans le cabinet du Premier ministre, je me serais posé la question, est-ce que c'est pas trop une patate chaude et j'abandonne, comme qu'on a fait à plusieurs reprises. Il y a une décision qui a été faite de continuer de foncer, de donner un projet avec 2 possibilités. Un TGV, un train à grande vitesse, un projet à train à grande fréquence. On ne sait pas qui va gagner. Ils vont nous parler de tout ça. On ne sait pas qui va gagner. Est-ce que c'est la fréquence ou la vitesse? Via Rail, pendant longtemps, on dit l'important, c'était la fréquence. C'est certain, la fréquence, c'est bon. C'est important. Via Rail, quand faut-tu attendre 2h30 à la gare centrale avant le prochain train, c'est pas pratique. Donc, la fréquence, c'est important. La vitesse aussi, c'est important. La vitesse aussi, c'est important. Et là, il faut arriver à une question fondamentale, puis après ça, je vais céder la parole. On dit non au TGV fréquent, un TGV F. Parce qu'on dit, si le train va vite, il coûte cher à construire. Donc, s'il coûte cher à construire, il faut que les prix des tickets augmentent. Si le prix des tickets augmente, il y a moins de gens qui le prennent. Donc, on a mis ça en débat de un versus l'autre. Mais fondamentalement, il faut se poser la question suivante. Si on prend le budget de la modernisation du ministère de la Défense actuel, quand on prend la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, construire un TGV Halifax-Vancouver est moins que ce que l'armée canadienne prévoit dans sa modernisation. Et on a un débat de société, est-ce qu'on peut se permettre de construire un train sur le petit segment Toronto-Montréal? Ce n'est pas une question de est-ce que l'économie canadienne est en mesure de financer la construction d'un projet-là. On se rappelle, le Canada, c'est le pays au monde où on parle le plus de trains dans sa constitution, avec les actes de l'Amérique du Nord britannique. Train, télégraphe, tout ça, c'est bien trop présent, là, ça n'a pas d'allure. Mais, fondamentalement, il faut se poser la question, où sont les priorités de notre société? Et il y a un débat de société à avoir. Et fondamentalement, la question n'est pas est-ce qu'on peut se le permettre, mais comment est-ce qu'on dépense les sommes qui sont disponibles. Merci beaucoup, M. Barriot. Peut-être qu'on va finir le panel d'aujourd'hui en se disant qu'il faut un train Vancouver-Halifax, puis que tout le monde dans cette salle va s'entendre là-dessus. Je vais maintenant céder la parole à M. Pierre Lefebvre, qui va nous parler finalement de la genèse du projet de Via Rail, en nous présentant aussi un... Dans les slides. Oui. La manette. En nous présentant aussi un portrait de la mobilité dans le corridor Québec-Montréal, Toronto-Windsor, par différents modes, motifs, autres. Idéalement, on veut quand même avoir un petit point de vue de Montréal parce que c'est le creux Montréal qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je vous cède la parole. Bonjour et merci beaucoup à tout le monde d'être là et me donner une chance de parler. Écoutez, je vais quand même faire quelques faits là, de ce qui a été dit. Le premier, c'est pourquoi les trains de marchandises ont des priorités au Canada alors qu'ailleurs non. Il faut se souvenir de l'histoire. Quand les trains ont commencé dans les années 1800, quand ils ont commencé à construire des trains, en Europe, toutes les villes étaient déjà construites. Alors, on voulait faire des trains pour transporter les gens entre des villes existantes. Au Canada, on faisait des trains pour transporter les choses nécessaires pour construire les villes. Alors, à un moment donné, la ligne de train se rendrait jusqu'à Brockville, on a construit Brockville, etc. Alors, les voies qui ont été mises en place, c'était des voies de marchandises pour les trains de marchandises. Quand on est arrivé chez Via, quand moi je suis arrivé chez Via,
une des choses qu'on a identifiées tout de suite comme étant un problème, c'était le fait qu'on voyageait sur les voies de marchandises. Et donc, on l'a identifié, c'est ce qu'on a dit dans le rapport sur le transport canadien. Et sur des questions de priorité, aux États-Unis, les trains passagers ont la priorité sur les marchandises et les trains passagers d'Amtrak ont exactement le même problème. Parce que le problème, pour tous ceux qui conduisent, si on est pris dans un goulot d'étranglement, puis il y a 2 camions en avant de toi ou 2 voitures, tu es pris dans le goulot d'étranglement de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a identifié? Qu'il fallait des voies dédiées. Alors, si je vais passer à ma... Alors, je vais vous parler un peu de la genèse, de comment est-ce qu'on est arrivé à la conclusion où on est arrivé chez Via Rail. Et une des choses que je veux dire, c'est qu'on ne croit pas du tout que le train à grande vitesse est un mauvais produit. Et on pense que ce qu'on est en train de passer au travers, là, c'est absolument un faux débat. Parce que ce sont des produits complémentaires qui servent des marchés différents et qui servent à des choses différentes. Alors, à partir de ce moment-là, c'est la question de décider est-ce qu'on est mieux avec un produit ou l'autre. Je pourrais donner un exemple. Si je disais à quelqu'un quelle est la meilleure voiture, puis il me répond c'est une voiture de Formule E électrique. Puis je dis oui, mais je veux transporter 500 livres de garnottes. Il y a des chances que ce soit un F-150, on espère électrique, mais c'est pas le... Alors, il faut avoir le bon produit pour le bon marché. Je vais commencer par dire, j'ai quitté Via Rail en mai 2019, donc je ne suis pas au fait de tout ce qu'ils ont fait depuis. Je peux juste parler d'informations qui est disponible au public. Et entre autres, je suis lié par des ententes de confidentialité avec mes amis de la CDPQ à cause du rôle que j'ai joué dans l'interopérabilité. Alors, en mai 2014, Yves Desjardins-Siciliano devient PDG de Via Rail. Et il attire un groupe de cadres du privé. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne que c'est des cadres du privé? C'est parce que dans le privé, on était tous des gens qui étaient habitués que si tu ne fais pas quelque chose, tu n'es pas payé. Alors, on arrivait avec l'idée qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait améliorer la place, puis il fallait avoir des résultats. Parce que c'est dans notre DNA. Moi, je travaillais dans un milieu où j'étais payé à 90 % par des bonus. Fait que si je faisais rien, puis je faisais pas de transaction, comme disait un de mes patrons, quand tu fais pas de transaction, tu es de l'overhead. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire au niveau de la performance? Avec les trains existants, avec les voies existantes, juste en travaillant un peu en mettant une emphase sur le client, plutôt que de mettre une emphase sur les trains, on a réussi à faire une augmentation de 30 % des revenus et des passagers sur une période de 5 ans. Et donc, ça montre ce qui peut être fait quand on travaille avec le passager en premier. Et c'est comme ça que quand on parle du passager en premier, on a tendance à regarder à partir du marché. Le contexte encore, il y avait eu 20 études sur les trains à haute vitesse. Okay? Donc, 20 gouvernements, peut-être pas 20 gouvernements, mais plusieurs gouvernements successifs avaient dit non. Et comme j'ai dit, il y avait seulement 17 % des voies qui nous appartenaient et on savait que c'était un énorme problème. Des problèmes de congestion, moi, je ne veux pas blâmer CN. Il y avait plus de trains, puis il n'y a pas de capacité, alors les trains se retrouvent en arrière des autres trains, puis c'est ça la vie. Une des choses qui nous a surpris, c'est quand on m'a demandé, moi j'avais plutôt un côté analyse scientifique, on m'a demandé de démontrer la différence de ridership, etc., avec la vitesse et les retards. À un moment donné, j'en trouve pas de corrélation avec les retards et le ridership. J'ai appelé mes amis chez Amtrak, ils m'ont dit, ça fait des années qu'on essaye, on a demandé à toutes les universités possibles de nous le montrer, puis on n'en a pas trouvé, nous autres non plus. On a montré qu'il y avait une différence dans les coûts sérieuses, parce que quand tu es obligé de payer ton équipage une fois du temps double parce qu'ils sont en retard, ça a un impact, mais pas sur le ridership. Alors, on voit que la vitesse est importante, mais que le temps de trajet est très important, mais il est moins important que ce qu'on lui donne, parce que le temps total comprend également le temps d'attente, le temps de se rendre pas à l'aéroport, mais à la gare, etc. Alors, quand j'ai commencé à demander, moi, j'étais pas un gars de train,
La seule chose que j'avais faite en train, c'était qu'en 1990, Bombardier m'avait demandé, quand j'étais chez Salomon, d'investir 1 million dans une étude pour un train haute vitesse. J'avais joyeusement envoyé tous les papiers à notre équipe qui avait investi dans le Channel, qui avait investi dans d'autres trains en Europe. Et ils m'ont répondu, on s'excuse, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de trafic entre Montréal et Toronto. C'est correct, c'est la seule chose que j'avais. Je suis rentré chez VIA. J'ai demandé à tout le monde, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'acceptent pas? Et ils m'ont tous dit, qu'est-ce qu'on a besoin? Bon, on a besoin d'un train à grande vitesse. La vitesse, c'est l'avenir. Ça serait bien s'il était pointu et rouge. Et j'ai posé la question, OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? La réponse était universelle. Ils sont niaiseux, ils ne comprennent pas, puis ils sont vendus aux compagnies d'aviation. Fait que là, j'ai dit, écoutez, ça, c'est pas très constructif pour essayer de trouver une réponse et convaincre un ministre. Alors, on s'est assis et on a dit, OK, si j'étais un ministre des Finances, et j'ai passé une partie de ma carrière à viser des ministres des Finances un peu partout dans le monde, est-ce que je ferais le projet? On a regardé le train EcoTrain, dont l'étude venait de sortir. En 2014, l'EcoTrain est sorti à peu près en 2011. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que, premièrement, les coûts de construction sont élevés. Deuxièmement, la valeur annualisée n'y est pas. Et troisièmement, les coûts-bénéfices n'y sont pas non plus. L'autre chose qu'on voit, c'est que pour les gouvernements, les délais de commercialisation sont très longs. C'est-à-dire, si on regarde qu'est-ce que la Cour des comptes européenne dit, ça prend entre 16 et 20 ans à partir du moment où on a décidé de faire quelque chose. Et donc, pour un politicien, de dire je vais annoncer quelque chose, je vais prendre des risques pendant des 16 à 20 ans, puis dans 16 à 20 ans, quand je vais être retiré ou mort, c'est quelqu'un d'autre qui va couper le ruban. C'est pas très attrayant. Et un des risques qui dérangeait beaucoup, c'était que dans le EcoTrain, on parlait de 754 km d'expropriation. Quand je suis arrivé chez BIA, ils avaient fait une petite expropriation d'un fermier, ça avait pris 7 ans. Un fermier, là, pour prendre 15 pieds de right-of-way. Alors, c'était énorme. Alors, donc, on a pris tout ça, et on a dit, OK, comment est-ce qu'on fait un projet qui va rentrer pour que le gouvernement soit prêt à faire quelque chose? Alors, on a dit, premièrement, il faut que le coût de construction ne soit pas à ces niveaux-là. Il faut que la valeur actualisée soit là. Il faut que les coûts bénéfices soient là. Il faut que le délai de commercialisation soit beaucoup plus court et qu'il y ait un minimum d'expropriation. Alors, et il fallait qu'on ait des voies dédiées. Alors, on a fait l'exercice. On a dit, OK, combien est-ce que le gouvernement devrait être prêt à payer? Bon financier, j'ai dit, dans le moment, le Via-Rail coûte au gouvernement 300 millions par année. Fait qu'on va partir avec l'idée d'un chiffre de 3 milliards. Pour dire au gouvernement, au lieu d'investir 300 millions par année, tu vas nous donner 3 milliards, puis on va faire quelque chose, tu n'auras plus besoin de payer 300 millions par année. Et là, on a donné ça à une firme d'ingénierie qui s'appelait CIMA à l'époque. Et CIMA nous a dessiné un train en premier, Montréal, Toronto, Ottawa, pour 3 milliards de dollars. Pardon, pas millions, mais milliards. Ils ont fait ça. On a présenté, on a donné les chiffres aux experts en ridership, en achalandage, et ils nous sont revenus avec des chiffres qui étaient très similaires aux trains à haute vitesse. Fait qu'on a dit, ça se peut pas. Alors, on a donné ça à on a demandé à une autre compagnie, Thames en premier, Steers en deuxième, et on leur a dit, refaites toute l'étude, puis venez nous voir. Ils ont refait toute l'étude, ils sont venus nous voir, il y avait les mêmes chiffres. Alors là, on s'est posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est capable de faire un projet qui est fiable, sécuritaire, disponible, etc., qui serait prêt à être commercialisé dans 5 ans à partir du moment où on nous dit de commencer à creuser, avoir des voies dédiées, réduire le risque, avoir une grille tarifaire acceptable, etc. En tout cas, toutes les choses qui étaient bonnes. Et on a passé, c'était ma job, j'ai passé au moins 1 an, si ce n'est pas 2 ans, à étudier tous les maudits systèmes de ferroviaire dans le monde pour voir pourquoi ça marchait. Pourquoi on avait le même nombre de passagers si on allait à 177 km à l'heure, ou à une possibilité de 177 km à l'heure,
et si on allait à 300 km à l'heure. Là, je rappelle que dans l'étude de Ecotrain, qui avait regardé 200 km à l'heure, donc 23 km à l'heure plus vite que notre projet, le ridership, il y a une différence d'à peu près 500 000 passagers entre 200 km à l'heure et 300 km à l'heure. Alors, pourquoi 177 km? Parce qu'en Amérique du Nord, la loi dit qu'au-dessus de 110 000 à l'heure, donc 177 km, il faut que tu n'as pas le droit d'avoir de passage à niveau. Et donc, ça augmente sensiblement le nombre de ponts et de sautes-moutons qu'il faut que tu fasses. C'est de l'ordre de 500 ponts et sautes-moutons. Et c'est pour ça, quand on regarde la différence entre ce qui était le prix proposé par le projet à grande fréquence et le projet à haute vitesse, on voyait un écart de 4 milliards versus 16 milliards. Mais ça n'expliquait toujours pas pourquoi on avait le même nombre de passagers. Alors, la question qui s'est posée, c'est quand on a regardé les trains à haute vitesse dans le monde et les trains à vitesse conventionnelle, on a vu que ça dépendait des longueurs de voyage. Et dans le corridor, la plupart des voyages sont entre 200 et 250 km. Et un train à haute vitesse n'a pas un avantage énorme sur un train à vitesse conventionnelle dans les voyages de 200 à 250 km. L'autre erreur, ou la chose que tout le monde ne regardait pas ou aurait dû regarder, c'est que le train, si on regardait le Ecotrain Study encore, c'était le fameux Montréal-Toronto qui est celui qui devrait être dans le sweet spot du train à haute vitesse. 500 km, ça a tout pour plaire. Le problème, c'est qu'il y a presque personne qui fait des voyages Montréal-Toronto. Montréal-Toronto, c'est deux marchés qui n'ont pas de communauté. Okay? À part pour les gens d'affaires, il n'y a presque personne. Alors, si je retourne à l'Ecotrain Study, je dis qu'est-ce qui est le OD de Montréal à Toronto? C'est 800 000 passagers. Alors, tu dis, ça se peut pas. Aujourd'hui, VIA fait 1 million de passagers Montréal-Toronto. Mais la raison, c'est que si je posais la question ici, combien d'entre vous allez à Toronto 2 fois par année, il n'y aura pas grand main qui vont se lever. Les Montréalais ne vont pas à Toronto, les Torontois, exactement. Moi, je vais aussi. Okay? Fait que ça fait 2 sur tout le monde qui est ici. Alors, la réalité, c'est que le marché, et souvenez-vous, nous autres, on venait du privé, fait que tout commence par le marché. Le marché Montréal-Toronto n'est pas un marché qui est gros. Et pour avoir des voies à haute vitesse, ça prend un marché qui est gros. La Cour des comptes européenne dit que ça prend 10 millions de passagers par kilomètre de voie. Enfin, pas par kilomètre, mais c'est-à-dire pour qu'un kilomètre soit justifié, il faut que 10 millions de personnes passent dessus. Fait que si tu fais des trains à 250, où les gens font des 250, ça commence à te faire pas mal de monde que ça te prend pour pouvoir couvrir un train qui est de 750 km de long. Alors, on est arrivé avec le projet de haute fréquence. On me dit que pas tout le monde le connaît. Je pensais que tout le monde était écœuré d'en entendre parler, mais c'est pas grave. C'était donc 4 milliards en 2018. Hybride et électrique. Pourquoi hybride et électrique? Parce qu'il y avait quand même des passages qui devaient se faire sur des voies de CN, et CN ne veut pas avoir d'électrification sur ses empiètements. Le déploiement était sur 4 ans et on s'attendait à 12 millions de passagers d'ici 2050. Et on voyait une réduction des gaz à effet de serre de 13,9 millions sur la vie du projet ou sur 30 ans. Il y avait des emplois créés, etc. La ponctualité s'améliorait, on passait à 95 %. Et donc, plutôt que de perdre 150 millions par année, le déficit de VIA devenait 0. Le 13,9 millions est important parce que si on dit, on regarde le Ecotrain Study, c'est beaucoup plus haut, malgré le fait que ce soit le même nombre de passagers, alors que ça, c'est un non-sens, vu étant donné que tout dépend du nombre de kilomètres passagers qui est fait. C'est que dans les Ecotrain Studies, ils n'ont jamais compté les GES émis pour la construction du train. Alors, si on regarde, je vous invite à aller voir les chiffres du REM, par exemple, sur les GES qui ont été émis pour construire le GES. Il y a une belle étude de Hatch sur le sujet.
et pensez qu'un train à haute vitesse, ça serait une dizaine de REM. Vous allez voir que c'est un chiffre assez élevé. Alors donc, on n'a pas les chiffres sur qu'est-ce que c'est le net pour les trains à haute vitesse. Alors, de quoi ça a l'air? Bon, on a trouvé des empiètements existants, des empiètements de CP. Et à l'époque, c'était Québec-Gatineau, qui a maintenant été repris par CP, qui allait de Québec, Trois-Rivières à Montréal, et après ça, Montréal-Ottawa. Et à Montréal-Ottawa, on était déjà propriétaire des voies à partir de Coteau jusqu'à Ottawa. Et après ça, sur une voie de CP qui allait de Toronto jusqu'à Ottawa. Pour la petite histoire, quand on parle aux vieillards de VIA retraités, ils vous disent que le train le plus profitable de l'histoire de VIA, c'est le train qui était sur la voie de CP, que je vous montre ici. Donc, la fréquence, on améliorait la fréquence partout afin d'avoir la fréquence. Alors, pourquoi la fréquence, c'est important? Parce que ça diminue le temps d'attente entre les trains. Et en diminuant le temps d'attente, on élimine le temps permanent, le temps total de transport. Une des choses qui était importante pour nous, c'était l'interopérabilité, c'est-à-dire d'être capable de mettre des trains légers et des trains lourds. Pourquoi c'est important? Parce qu'à l'époque, on voulait passer par le tunnel. Quand on a commencé le projet, le REM n'existait pas et on voulait passer par le tunnel, comme le train à grande vitesse à l'époque. Et l'interopérabilité, pour nous, c'était important entre les trains légers et les trains lourds. Une des choses qui était importante aussi, c'était de simplifier l'intermodalité. Alors, l'exemple qu'on donnait toujours, c'était à l'aéroport de Montréal, où il y a 4 gares, où il y a, c'est-à-dire la STM, l'aéroport, nous, etc. Les 3 gares peuvent se regarder. On est capable de frapper une balle de golf jusqu'à l'autre, mais on n'est pas capable de marcher pour s'y rendre. Alors, on proposait d'avoir une gare intermodale à Dorval, qui aurait été reliée à l'aéroport. Bon, les temps de parcours changeaient, pas nécessairement de façon draconienne partout, mais il y avait des endroits où il y avait des améliorations sensibles, dont Montréal-Ottawa et Ottawa-Toronto. Et Toronto-Montréal, ce n'est pas une amélioration sensible, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas là qu'est le marché. Et on prévoyait avoir environ 8,1 millions de passagers en 2030, donc avec le sud-ouest de l'Ontario, ça nous amenait à 9 millions de passagers. Je vais plus vite que j'irais normalement, là, mais parce que je vois qu'on me regarde avec les gros yeux. Alors donc, pour les passagers, il y avait plein d'avantages. Pour les Canadiens, il y avait plein d'avantages, c'est-à-dire il y avait les réductions de GES, l'abolition du déficit dans le corridor, création d'emplois, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on regardait? On était en train de regarder 2 exemples. On avait le train à haute fréquence, le train EcoTrain. Il y en avait un qui était à 4 milliards, l'autre était à 16 milliards. Il y en avait un qui avait 8,1 millions de passagers avec à peu près les mêmes distances de trajet. Il y en avait un qui avait 8,9 millions. Et qu'est-ce qu'on voyait? C'était 40 des voyages se faisaient. 41 se faisaient à l'est d'Ottawa, 14 entre le Québec et l'Ontario, donc ça comprend Toronto. Et l'ouest de l'Ontario était à 45 et l'OD de Montréal, c'était 880. Alors donc, c'était une des raisons pour lesquelles on ne se cassait pas trop les nénettes sur Montréal-Toronto. Qu'est-ce qu'on a découvert aussi, c'est que contrairement à ce que tout le monde pensait, si on segmente le marché comme étant ceux qui veulent payer pour la vitesse, puis ceux qui ne sont pas prêts à payer pour la vitesse, ceux qui sont prêts à payer pour la vitesse, c'est ceux qui prennent aujourd'hui l'avion, mais l'avion se représente seulement 4 du marché. Tous les autres prennent des moyens qui sont lents et peu coûteux. Alors, le train, l'autobus, la voiture. Alors, à partir de ce moment-là, on voit que si on essaie de faire des trains à haute vitesse à un prix que les gens sont prêts à payer, on est dans le monde des subventions élevées. Et si on essaie de faire un train lent puis charger beaucoup d'argent, la même chose, on se retrouve dans des subventions élevées. Les leçons de l'Europe. Alors donc, l'Europe, c'est important, puis on a passé beaucoup de temps à étudier l'Europe, à étudier le Japon, à étudier tout le monde. Et la leçon de l'Europe qui est sortie, c'est que la Cour des comptes a fait une analyse de l'Europe et ils ont conclu que les trains en Europe étaient inefficaces, chers et qui roulaient lentement. Ça, c'est une étude que vous allez être capable de trouver. Ça, c'était l'article du Financial Times sur la question. Et la conclusion, c'était que les trains à haute vitesse étaient excellents. Sauf que la plupart des lignes à grande vitesse sont faites pour des considérations politiques plutôt que des rapports coût-bénéfice. Et il recommandait de faire des analyses coût-bénéfice pour déterminer quand faire des trains à haute vitesse. Alors là, une des choses qu'ils ont remarquées,
c'est que les trains à grande vitesse qui ont été construits ne sont pas nécessaires pour rencontrer le marché tel qu'il est. Et il rappelle que ça coûte cher. Les trains roulent en moyenne environ à 45 % de la vitesse pour laquelle le train a été, le corridor a été créé. Fait que ça veut dire qu'ils vont à vitesse conventionnelle sur des corridors qui ont coûté entre 3 et 5 fois plus cher. Et ils se sont posé la question, évidemment, est-ce que c'est permis de se demander si la gestion financière est assurée, la bonne gestion financière est assurée. Une des choses qu'ils ont remarquées, c'est qu'ils ont vu au bas mot que les gens payaient environ 100 millions d'euros par minute économisée. Alors, 100 millions d'euros, je n'ai pas besoin de vous dire que ça prend bien du passager pour remplacer les 100 millions d'euros. Quand on a fait l'exercice, nous, parce qu'il y en a qui pensent qu'on n'a pas fait l'exercice de dire, OK, bien, si on enlevait la courbe ici, si on faisait ça, etc., on l'a fait l'exercice. Et le résultat qu'on avait à chaque fois, c'était que les gains, même s'il y avait des gains de temps, étaient minimes quand on le donnait aux économistes de train. Alors, le rapport coût-bénéfice n'est pas là. C'est pour ça qu'on est resté où on était. Évidemment, les dépassements de coûts sont énormes, les retards sont énormes. Et ils ont conclu que la durée moyenne des projets avant la mise en service était de 16 à 20 ans. J'ai été gentil, j'ai juste mis 16 ans. Alors, la réponse à ça, c'est que l'Europe, aujourd'hui, est en train de regarder leur réseau et ils savent que les meilleures places, c'est où les trains sont complémentaires. Alors, si on prend Milan-Rome, il y a des trains à haute vitesse, puis il y a des trains à vitesse conventionnelle, parce que beaucoup de gens font des voyages de 150 km ou moins entre Milan et Rome. Eux autres prennent les trains conventionnels. Si on regarde mon corridor favori, Cologne-Francfort, il y a un train à haute vitesse à côté d'un train à vitesse conventionnelle. 75 % des gens qui prennent le train à haute vitesse prennent un avion à Francfort. Donc, c'est des gens, c'est essentiellement, le train est là pour remplacer des gates à Francfort. Le train, on va prendre la Sella, même si ce n'est pas un train à haute vitesse. Là, c'est une vitesse un peu plus élevée à cause qu'ils ont fait 60 km à haute vitesse. La Sella, il y a le train régional à côté qui prend un gros 20 minutes de plus que le SLA pour se rendre à Washington, de New York à Washington. Alors, les billets sur le train à vitesse conventionnelle sont la moitié du prix des billets sur la SLA, mais le ridership du train conventionnel est 3 fois plus gros que celui de la SLA. Alors, dans le corridor, Amtrak fait plus d'argent avec le train conventionnel qu'avec le train à vitesse plus élevée. Mais de toute façon, ce n'est pas un train à haute vitesse. Alors, quand on regardait tout ça, moi, je suis confiant de prendre les leçons de l'Europe. Et la leçon de l'Europe, c'est, comme a dit le chairman de SN, Rob Pritchard, du projet, la vitesse, oui, mais pas la vitesse à tout prix. Il faut que les avantages soient là. Et la leçon de l'Europe, c'est train à grande vitesse, absolument, quand c'est justifié. Quand ce n'est pas justifié, la recommandation est très simple. Ils disent, faites des trains à vitesse conventionnelle, puis après ça, augmentez dans les places où ça vaut la peine. Et éventuellement, si ça vaut la peine, faites un train à haute vitesse. Alors là, on est placé comme gouvernement, ou le gouvernement est placé devant la décision suivante. Est-ce que je veux faire, on sait que c'est des produits complémentaires. On sait que, étant donné le marché dans lequel on est dans le corridor, le train à haute fréquence est très approprié et beaucoup moins cher. Bon, maintenant, ils ont d'autres chiffres, là, mais je ne suis pas là pour savoir qu'est-ce que sont les assumptions, mais je sais qu'il y a des choses comme la perte du tunnel, etc. En passant, le fameux 1h29 Montréal-Québec, là, sans tunnel, là, oubliez ça, à moins de faire un nouveau tunnel. Et donc, est-ce que je veux dire, non, on fait un train à haute vitesse, alors on n'aura pas de train au mieux avant 16 ans, et après ça, on fera peut-être un train à vitesse conventionnelle, un peu comme les Français sont après faire. Mais by the way, ils ont lancé le projet Ouigo à vitesse conventionnelle entre Paris et Lyon et l'autre entre Paris et Nantes. Alors, ils le font littéralement à côté de l'autre train, du train à haute vitesse, qui est ce dont je parlais. Ou est-ce que je commence, bon, au mieux, on dit on va faire les deux, mais où est-ce que je commence par faire celui qui va être en marche dans 5 ans, ou si je vais attendre 16 ans avant de commencer à faire l'autre? Et là, tant qu'à moi, parce que je sais que chaque année,
Via Rail coûte 150 millions et que ça vaut, et que chaque année où il n'y a pas de train, ça continue à coûter aux contribuables canadiens 150 millions par année qui pourraient être éliminés en faisant quelque chose qui va amener le résultat à zéro. Une des choses que je remarque dans tous les articles que je lis, on parle du prix du billet, on ne parle pas du coût aux contribuables. Quand tu fais un train qui est 5 fois plus cher, bien, tu peux vendre des billets moins chers. Mais il y a quelqu'un qui va payer pour, puis ça va être le contribuable. Et si la personne qui prend le train n'est pas prête à payer au moins 50 du coût, ça c'est personnel, mais je pense que l'usager devrait payer 50 du coût. Alors je me demande pourquoi un payeur de taxes de Gaspé serait prêt à payer pour qu'un homme d'affaires de Montréal-Toronto prenne un train à 10 15 20 du coût. Alors, personnellement, je regarde beaucoup de le côté, et c'est ce qu'on a regardé beaucoup chez Via Rail, le côté du contribuable. Qu'est-ce qui fait du sens pour le contribuable canadien? Parce que c'était la seule façon d'arriver à oui avec un gouvernement. Et les pires projets, c'est ceux qui ne se font pas. Et ça faisait 40 ans qu'on parlait de faire un projet à haute vitesse qui ne se faisait jamais. Là, on a présenté un projet à vitesse conventionnelle qui a été accepté par le gouvernement. Et toutes les discussions aujourd'hui, je peux vous garantir que si demain matin, le gouvernement dit on fait un train à haute vitesse, bien, ils vont faire des études coût-bénéfice. Fait que ça va prendre 5 ans pour faire des études coût-bénéfice. Ça va prendre un autre 5 ans pour décider qu'est-ce qu'il y a de l'air. Après ça va prendre 16 ans pour faire etc. Alors, on peut décider de faire ça. La population peut décider de faire ça. Mais tant qu'à moi, on a besoin d'un train demain matin. Et le plus vite qu'on peut faire un train, c'est un train qui passe sur des voies dans des emprises qui sont existantes, avec un minimum d'expropriation, à une vitesse conventionnelle, et qui, étant donné la nature du marché entre Montréal et Québec, est le produit qui est nécessaire pour arriver au résultat et ce qu'on veut. Alors, je cède la parole. Bien, je vais me permettre effectivement de laisser peut-être M. Marcil, M. Barriot réagir à ça. J'ai vu des sourcils se froncer à quelques reprises. Je suis sûre qu'il y a des choses que vous aviez envie de dire pour complémenter. Je me sens un peu comme le dindon de la France. En sandwich entre les deux autres. Mais non, ça va se faire dans la politesse. Je vais-tu pouvoir répondre à eux autres après? Ouais? Bien sûr. Bien oui. M. Barriot, vous aviez l'air prêt à vous lancer. Juste donner un exemple quand même par rapport à l'importance du marché Montréal-Toronto. Effectivement, Via Rail, il y a une très faible quantité de gens qui le déplacent parce que leur service, on ne se le cachera pas, il est mauvais. Pendant longtemps, j'ai enseigné à Toronto, puis la raison que j'ai arrêté d'enseigner à Toronto, c'est l'horaire de Via Rail était tellement mauvais. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je faisais comme la grande majorité des gens qui se déplacent fréquemment sur le Montréal-Toronto. Je prenais l'avion. Et le marché de Montréal-Toronto, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Eh bien, il existe dans la mesure où, en heure de pointe, il y a 7 départs de Montréal vers Toronto et il y a 7 départs de Toronto vers Montréal en avion. Donc, si en heure de pointe, on est capable de remplir 7 avions qui vont du petit 70 passagers de Porter puis de Air Canada Express qui part de l'île de Toronto, plus Air Canada qui offre une fréquence aux demi-heures en heure de pointe, dont certains départs sont même en 777 à 450 passagers. Si on a 7 départs à l'heure par sens, le marché, il existe. C'est le produit lent de Via Rail. Il ne répond pas aux besoins du marché. Et j'ajouterais, avant de céder la parole à mes collègues, il ne faut quand même pas oublier la chose suivante. En Europe, on voit l'intégration du ferroviaire et de l'aviation. Moi, je l'enseigne depuis 2005 de la façon suivante à mes étudiants. La journée qu'on va faire un TGV dans le Québec-Toronto-Windsor, c'est simple. Il va y avoir une gare à Montréal, il va y avoir une gare à Trudeau, il va y avoir une gare à Ottawa, il va y avoir une gare à Kingston, il va y avoir une gare à Toronto, puis il va y avoir une gare à Pearson. Il va y avoir une gare à Québec, puis une gare à l'aéroport de Québec. Puis on va éliminer les vols dans le triangle. Et la journée qu'on fait ça, ça va être parfait. Et moi, j'ai toujours cru que les trains de Via Rail qui seraient mis en concession, moi, je vois très bien Air Canada et Porter bider pour opérer le service. Puis que ces trains-là soient intégrés directement à même les services aériens de l'Amérique du Nord. Et en faisant ça, on est en mesure d'arriver les volumes qui permettent d'arriver à quelque chose. Et quand on arrive à des volumes massifs comme ça,
Mais on vient de sauver 1 milliard de dollars d'expansion à Pearson, on vient de sauver 500 millions d'expansion à Montréal, etc., etc. Et c'est ça que la Californie a pris comme décision. Hein. Quand la Californie a construit son TGV, qui, oui, il est rendu à 140 milliards. Puis il n'est pas construit encore. Il est en construction. Ils ont quand même fait l'analyse, puis ils ont dit que ça coûte bien moins cher faire un TGV que d'améliorer toutes les autoroutes puis tous les aéroports pour les mêmes quantités de déplacements. Ben, je vais quand même répondre à ça. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, si tu me permets. Ben oui, bien sûr. OK. Alors donc, la taille du marché. Il y a un de mes livres favoris qui s'appelle « Les faits sont subversifs ». C'est-à-dire que les faits subvertissent les idées reçues. OK. La réalité, c'est vrai, Via Rail a 1 million de passagers par année entre Montréal et Toronto. L'avion, avec tous les chiffres qui viennent d'être donnés, c'est 2 millions de passagers. Ça veut dire qu'il y a 3 millions de passagers qui voyagent entre Montréal et Toronto. Si on regarde la route, je vous invite, parce que c'est le fun à voir, si vous allez voir, il y a un site merveilleux du gouvernement de l'Ontario qui permet de voir les voitures qui passent sur la 401. Puis si on regarde à la sortie de Montréal, la sortie du Québec, qu'on connaît tous, c'est 20 000 passages d'auto par jour. Ça fait 800 000 voyages par année. OK? Fait que c'est ça la taille du marché. 1 million plus 2 millions plus 800 000. OK? Ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 20 millions, c'est ça la taille du marché. Et ça me fait plaisir de voir que mes amis chez Porter, etc., ont des vols toute la journée, mais vous allez voir que c'est la plupart de la journée, c'est des petits vols. La plupart de la journée, les avions sont vides. La fréquence est là pour assurer que les vols du matin sont pleins. Et donc, on peut dire toutes sortes de choses comme ce qui vient d'être dit. Le train en Californie, évidemment, on peut voir que, premièrement, il n'est pas fini, puis il n'est pas à veille d'être fini non plus. Puis il y a plein de problèmes en le construisant, puis on voit les prix auxquels ils sont rendus. Il y avait un autre point que vous avez fait, mais c'est... Peut-être qu'on peut passer la parole à... Je vais le laisser aller, mais j'ai une réponse. OK. C'est beaucoup de chiffres. C'est beaucoup de chiffres. Puis je comprends qu'il y a eu des études. Les études de ridership qui ont été produites n'ont jamais été publiées, à ma connaissance. Faux. EcoTrain Study est publié. Oui, EcoTrain est publié, effectivement, puis on pourra en parler. Mais celles qui ont été faites, qui ont mené au TGF, la décision du TGF n'ont jamais été publiées. Et encore aujourd'hui, plusieurs les ont demandées, n'ont pas été publiées. Donc, sur quelle base de ridership, quelles sont les études, quels sont les calculs qui ont mené aux études de ridership? Je vais passer à ma présentation juste pour ajouter un certain nombre de points pour qu'on puisse après ça tomber peut-être dans une conversation. Vous ne m'entendez pas assez? Non. OK, merci. Mais je pense que aussi il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis peut-être les nombreuses études qu'on a faites sur la capacité de payer et tout ça. On se dirige quand même vers un enjeu, on est dans un enjeu planétaire climatique qui est extrêmement important. Et on sait que dans le cas du Canada, la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports, c'est l'usage du diesel dans les transports. Et donc, pour atteindre nos objectifs, il faut être capable de transférer, dans le fond, des gens qui prennent leur voiture ou qui prennent l'avion vers le train. Ça, c'est l'objectif principal comme tel. Ce matin, on a regardé, j'ai demandé à mon équipe de regarder avant que je m'en vienne ici, il y avait 200 vols dans le corridor de Québec jusqu'à Toronto. Que ce soit Québec-Montréal, que ce soit Montréal-Ottawa, Montréal-Toronto, Toronto-Montréal, 200 vols aujourd'hui qui volent dans le ciel, plus les trains de Via Rail. Je pense qu'il y avait 47 départs de Via Rail comme tel. Sur la question de la taille du marché, moi, honnêtement, je n'ai pas vu les études de ridership, mais ce que je sais, c'est que quand je regarde ce qui se passe en Europe, là, il y a 10 ans, il y avait 20 000 km de TGV dans le monde. 20 000 km de TGV dans le monde il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 60 000. Fait que si c'est pas bon, je sais pas c'est quoi, mais il y a du monde qui investisse beaucoup là-dedans parce qu'ils y croient, parce qu'ils veulent diminuer les investissements qu'ils font sur les aéroports, parce qu'ils veulent diminuer le nombre de vols, puis parce qu'ils veulent inciter les gens à prendre le train plutôt que la voiture pour se déplacer de plusieurs villes. Alors, je vais assez rapidement sur la présentation. D'abord, juste sur la question de la définition, puis Pierre l'a évoqué, puis je trouve ça intéressant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'histoire de la loi sur les chemins de fer, je pense que c'est ça que tu as dit, Pierre, la loi sur les chemins de fer, c'est que dans le fond, tu ne peux pas franchir un passage à niveau si tu es à une vitesse supérieure de 177 km/h. Notre compréhension, c'est que le projet de TGV, il ne change rien par rapport à ça. Donc, le projet de TGV, on a entendu dire, c'est un projet qui va aller jusqu'à 200 km/h. Non, non.
Si on tombe dans un projet à 200 km/h, tu franchis les portes à niveau, donc tu tombes en voie dédiée, donc tu tombes dans la même situation que le TGV. J'imagine que tu parles du TGF, là. Oui, excuse-moi, je me trompe, le TGV. Donc, ce qu'on parle, c'est un train à vitesse régulière à 177 km/h. Et la définition de l'Union internationale des chemins de fer de ces coins TGV, c'est 250 km/h plus. C'est ça, la définition. Donc, juste pour qu'on s'entende, on parle d'un accord de vitesse d'à peu près 100 km/h entre les deux types de transport, considérant que, évidemment, quand on entre dans une ville, on n'entre pas à 300 km/h dans une ville, considérant qu'il y a différents obstacles. La vitesse moyenne, c'est que vous êtes capable d'aller de manière supérieure à 250 km/h. On prend le projet actuel de TGF, juste pour un peu établir la base de la conversation. L'objectif numéro 1 établi par le projet de TGF et par le gouvernement fédéral, c'est d'avoir un transfert modal. Ça, c'est l'objectif numéro 1 qui a été identifié par le gouvernement fédéral. C'est ça mon objectif que je vais atteindre avec mon projet de TGF. Les autres objectifs sont extrêmement importants. Évidemment, améliorer l'expérience des passagers. Je pense qu'on va tous s'entendre ici que c'est quelque chose qui est très important. Puis appuyer, le numéro 3, c'est appuyer l'engagement de la carboneutralité du Canada. Donc, la question, c'est est-ce que le TGF permet d'atteindre ces objectifs-là et est-ce qu'un TGV permettrait d'atteindre ces objectifs-là? Et nous, évidemment, on pense que oui, comme tel. Juste sur la question du est-ce que ça existe le transfert modal ou ça n'existe pas? Cette diapo-là, puis là, je m'excuse, est assez chargée, mais je vais essayer de vous la présenter pour que vous compreniez. Dans le fond, ils font une comparaison des routes de trains réguliers quand il n'y avait pas de TGV entre les grandes villes en Europe, puis ce qui est arrivé avec les parts du marché quand ils sont passés à la grande vitesse. Et donc, vous avez la part de marché qui est à l'avion versus la part de marché qui est au train. Donc, si on prend, par exemple, le Rome-Milan ou le Paris-Marseille, on voit qu'avant qu'il y ait le TGV, on le faisait environ 4h30 peut-être, pour à peu près une distance similaire, soit dit en passant, du Montréal-Toronto. La part du marché de l'avion par rapport au train, c'est à peu près en bas de 55 en faveur de l'avion, 45 en faveur du train. Et on voit que quand on franchit la barre des 3 heures, sur à peu près tous les corridors de TGV qu'il y a en Europe, quand vous franchissez la barre du 3 heures, donc le temps diminue considérablement, soudainement, dans le fond, la part de l'avion diminue considérablement par rapport au train. Alors, le Paris-Lyon, par exemple, qu'aujourd'hui, vous faites en moins de 2 heures, bien, 95 les gens le font à 95 en train et non plus en avion. Et ça, c'était des données avant que la fameuse loi climat arrive en vigueur en Europe, où, dans le fond, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, à moins que ce soit sur une connexion, vous ne pouvez plus offrir de vols courte durée sur des périodes de moins de 2h30. On se comprend qu'au Canada, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Puis, c'est vrai, ce que Pierre évoquait sur la question qu'il y a des chemins de fer maintenant qui veulent revenir avec des trains plus réguliers, mais c'est parce qu'ils l'ont déjà, leur infrastructure à grande vitesse. Eux autres, ils l'ont. Nous, on a un train régulier. L'infrastructure à grande vitesse, on ne l'a pas encore. Donc, tout devient une question de diversification de l'offre de produits pour les clients, puis d'essayer de s'adapter le plus possible à leur réalité. Juste quelques données comme telles sur la question de l'efficacité énergétique. C'est quand même important de le donner. La pire efficacité énergétique, l'unité d'énergie par passager, c'est l'avion. Tu comprends? Beaucoup d'énergie pour voyager, peu de monde. Celui qui utilise le moins d'énergie de tous les modes de transport pour déplacer des gens, c'est le train à grande vitesse. Donc ça compte également dans la perspective. On s'en va vers 2050. On cherche de l'énergie propre. On a besoin d'utiliser notre énergie propre pour toutes sortes de besoins. L'efficacité énergétique va être importante. La question de l'empreinte carbone également. L'empreinte carbone qu'on calcule, l'avion, la voiture, et même par rapport au train conventionnel, l'empreinte carbone du TGV, ce qu'on appelle le nombre de grammes de CO2 par passager par kilomètre, c'est le train à grande vitesse qui a la plus faible empreinte. Puis c'est tout pour plusieurs raisons. D'abord, le train arrête moins souvent, c'est vrai, il faut le dire, il arrête moins souvent. Mais surtout, c'est qu'il fonctionne à l'électricité. Et la plupart des trains réguliers, pas en Europe, ici, fonctionnent évidemment au diesel. Qu'est-ce que ça fait, dans le fond, un train à grande vitesse?
Bien, ça a des impacts qui dépassent de beaucoup juste la question de on se transporte confortablement d'un endroit à l'autre. D'abord, des gains de productivité qui sont très, très, très importants. Les gens prennent le train, peuvent travailler dans le train. Donc, ils ne sont pas pris dans le trafic ou ne sont pas dans l'avion où il faut qu'ils soient sous mode avion ou en train de passer aux douanes et tout ça. L'avantage sur la sécurité est important. Il n'y a pas eu de mort dans un train à grande vitesse, en tout cas pas sur les produits d'Alstom. Puis je le dis, mais c'est parce que c'est les données sur lesquelles je suis certain de ce que j'affirme, versus, par exemple, sur des trains d'une autre compagnie, par exemple, ou dans un autre pays. Mais c'est quand même sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une voie dédiée, il y a des corridors dédiés, etc. Ils ne franchissent pas les passages à niveau. Donc, évidemment, les risques de collision sont nettement diminués par rapport à d'autres modes de transport, et particulièrement la voiture. L'accès à la base d'employés. J'ai eu une conversation avec le maire de Trois-Rivières, la Chambre de commerce de Trois-Rivières, sur cette question-là. Dans une possibilité, vous avez un lien ferré efficace qui vous permette de faire Trois-Rivières-Montréal en 40 minutes, par exemple. Bien là, il y a beaucoup de gens dans la réalité d'aujourd'hui qui vont dire peut-être que moi, j'aimerais mieux acheter ma maison à Trois-Rivières, m'installer à Trois-Rivières, puis venir travailler à Montréal 2 jours, 3 jours par semaine. Donc, ça rapetisse les distances. Ça rapproche les gens. La vitesse, dans le fond, a cet avantage-là, qui fait que les gens ne sont pas nécessairement obligés de s'installer à Laval ou sur la Rive-Sud ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a des logements plus abordables quand on s'éloigne de l'île de Montréal. Et la question de la multimodalité est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on a eu des conversations, nous, avec les aéroports, par exemple, les compagnies aériennes, puis c'est vrai que peut-être les compagnies aériennes, il y a 15 ou 20 ans, évidemment, peut-être pouvaient voir ça comme un mode concurrent au train. Mais aujourd'hui, la plupart vont vous dire, écoute, si tu en fais un TGV, là, assure-toi de connecter l'aéroport. Parce que moi, je vais être capable d'offrir ma connexion vers d'autres choses. Et là où ça devient un train qui est en concurrence avec les avions, c'est quand l'aéroport, justement, n'est pas connecté. Ça ne devient pas un mode complémentaire. Puis d'ailleurs, en Europe, on le voit, il y a des prises de participation maintenant d'Air France, KLM, dans la SNCF et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils le voient maintenant de plus en plus comme des transports complémentaires. C'est la bonne chose à faire. Juste un mot peut-être sur Alstom puis notre rôle dans le débat actuel comme tel. Nous, en passant, les appels d'offres sont lancés sur le TGV. Moi, je pense que le projet va se faire. Moi, je crois beaucoup que le projet va se faire. Peut-être une forme TGV, peut-être une forme TGF. Mais les appels d'offres sont lancés. Il y a 3 consortiums qui se sont positionnés maintenant. Puis c'est un nouveau mode de développement, ce que le gouvernement fédéral essaie. Ce qu'ils font, en le fond, c'est qu'ils ont invité des financiers, des développeurs à déposer des offres pour co-développer le projet avec le gouvernement fédéral. À ma connaissance, il y a un seul autre projet qui est en train de se bâtir sur cette forme-là. C'est tout le dossier de l'électrification et l'expansion du réseau GO à Toronto, qui est un réseau de train de banlieue. Autrement, c'est toujours aux appels d'offres en mode conventionnel. Le donneur d'ouvrage fait l'étude, s'assure de ce qu'il veut, il fait un appel d'offres, les gens soumissionnent et voilà, ça avance. Et là, dans ce cas-là, probablement qu'effectivement, si on voulait retourner vers une approche TGV, le gouvernement voudrait refaire une étude et que ça pourrait prendre du temps. Mais dans le cas où on est actuellement, c'est que le consortium qui va l'emporter va co-développer le projet pendant peut-être 3, 4, 5, 6 ans avec le gouvernement fédéral avant d'aller en appel d'offres pour aller chercher de la technologie, de la signalisation, d'infrastructures civiles, etc., etc. Donc, c'est vraiment un modèle qui est vraiment différent. Maintenant, la question des coûts, c'est évident que si on décide qu'on prend un train, on le part de Québec, 300 km/h non-stop, pour le rendre à Toronto, ça va coûter plus cher que si on fait un train conventionnel sur les rails actuels, là. Je pense que c'est assez évident. Et donc, on peut être intelligent dans l'approche. Et nous, ce qu'on avait suggéré, Alstom, c'est de dire, écoutez, il y a des corridors naturels pour la grande vitesse dans le parcours qu'actuellement est convoité par le gouvernement fédéral. Et que ce qu'on devrait faire comme société, c'est de s'assurer que les corridors où on peut mettre de la vitesse, on met de la vitesse. Puis ceux qui sont plus difficiles à mettre de la vitesse pour toutes sortes de raisons, soit on revient en voie partagée, soit l'infrastructure n'est pas au point, etc., on n'est pas obligé de faire l'investissement à ce moment-là. Et donc, quand on regarde un peu l'approche qu'on a, puis c'est zéro scientifique, là, c'est vraiment nos gens qui regardent ça, qui connaissent ça, ils se disent, bon, si on regarde le corridor à partir d'Ottawa jusqu'à Peterborough, en ce moment, il n'y a pas de voie.
sur ce Non. corridor-là. Non. C'est une piste cyclable. Non, à partir d'Havelock, pas à Peterborough. OK, il ne se rend pas jusqu'à Peterborough. Non, le train va beaucoup plus loin que Peterborough. Il va à Havelock. Non, OK, je comprends. Les voies existent entre Peterborough et Havelock. D'accord. Moi, je parle entre Peterborough et Ottawa, là. C'est ça que je parle. Ben non, Havelock est à l'est de Peterborough. OK, d'accord. Ça serait bien si tu connaissais ta carte. Oui, je te remercie. Il manque une track à ce moment-là, ça c'est clair, c'est un champ de patates en ce moment. Puis il pourrait bâtir une ligne à grande vitesse sur cette chose-là. C'est sûr que si le projet veut utiliser les voies existantes, pas de problème, là, mais c'est pas ce qu'on pensait. Les emprises existantes. Les emprises existantes, d'accord. Donc, il y a de l'espace. Es-tu d'accord qu'il y a de l'espace pour mettre une nouvelle voie? Puis qu'on peut mettre les pentes puis les courbes Pas certain, en conséquence? pas certain que tu peux faire un train à haute vitesse sur l'emprise qui est là. Oui. Ben, écoute, je pense que le corridor Montréal-Toronto, de façon Sistra générale... ne pensait pas. Ouais, OK, peut-être Sistra pensait pas. Correct, d'accord. Il n'y a pas juste Sistra dans la vie. Canarail non plus. Dans le corridor de Montréal à Toronto ou de Toronto à Québec, je pense qu'on s'entend que plusieurs études ont démontré que c'était probablement un des meilleurs corridors géographiquement pour faire de la haute vitesse. Géographiquement, c'est plate, tu n'es pas en territoire sismique. Tu parlais de la Californie tantôt, on ne parle pas, tu ne creuses pas de montagne, tu parles d'expropriation, mais on ne parle pas du même type d'expropriation qu'on voit aux États-Unis, où les terrains sont beaucoup plus chers. On ne parle absolument pas où l'on traverse des juridictions de comtés qui ont chacun leur loi et comme telle. C'est absolument pas la même situation. Ben, tu parles de 150 km d'expropriation. Si tu fais selon le Ecotrain Study. OK, mais je vais poser une question. C'est sur le TGF, puis je vais finir ma présentation à toi. Mais sur le TGF, donc, vous ne faites aucune expropriation? Très peu. Il y a comme 30 km d'expropriation. C'est ça. Donc, dans le fond, le TGF, c'est un via-rail amélioré. C'est ça, le TGF. Ça ne change absolument pas la règle là, actuellement. Non, ça change complètement la règle au niveau des fréquences et au niveau de la ponctualité. Ben, Et de la vitesse. On va laisser M. Marcel juste finir finir. sa présentation, puis on va pouvoir y aller avec les questions. Donc, J'en ai plein, moi aussi. on évaluait, nous, que vous avez des segments qui sont probablement plus naturels sur la grande vitesse que d'autres, et que si on met ces segments-là à grande vitesse, évidemment, l'entrée au vide n'est pas là-dedans, permettrait d'aller gagner suffisamment de temps pour couper des minutes dans le territoire pour aller chercher la zone payante des 3 heures entre Montréal et Toronto, et donc de provoquer le transfert modal. C'est ça l'ambition, c'est d'aller couper assez de minutes. On n'a pas la prétention de dire qu'il faut que tu sois à 300 km de A à Z, puis on n'arrête pas nulle part. Nous, on travaille avec un scénario qui est exactement le même que le TGF. 11 stops potentiels entre Québec et Toronto. 11 stops entre Québec et Toronto sur 1000 km de voie, là, honnêtement, c'est pas beaucoup si on compare à tout ce qu'on voit dans le monde sur les projets de TGF. Tantôt, on parlait de la CELA. La CELA, c'est 725 km, c'est 15 stops. Celui de la Californie, c'est en bas, c'est 1200 km, mais je pense que c'est 24 stops comme tel. Donc, d'arrêter à Trois-Rivières, il n'y a pas d'incongruité. Là. Tous ceux qui disent « Ah non, si on fait un TGV, on ne pourra pas arrêter à Trois-Rivières », c'est pas vrai. Là. On peut arrêter à Trois-Rivières, même on devrait le faire. Et on veut quand même desservir un certain nombre de voies. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si on est capable d'avoir le type de train où on peut couper du temps, couper des minutes, par rapport au temps de trajet actuel, bien là, à ce moment-là, c'est pas juste la personne qui prend Via Rail actuellement qui dit « Moi, s'il y avait plus de fréquences, je le prendrais plus souvent, ou s'il allait plus vite, je le prendrais plus souvent. » Non, c'est la personne qui ne le prend pas actuellement Via Rail qui dit « Moi, je vais le prendre. Moi, je ne prendrai pas l'avion, ou moi, je ne prendrai pas ma voiture. » J'ai vu un sondage récemment sur les gens d'affaires. Les gens d'affaires, juste dans le territoire de Montréal, juste dans le corridor de Montréal à Toronto, 3 sur 4, 75 % prennent leur voiture pour aller à Toronto par affaires. 3 sur 4. C'est vrai qu'un billet de train à grande vitesse, probablement qu'au début, va coûter plus cher qu'un billet de train actuel, mais il va coûter pas mal moins cher qu'un billet d'avion. Puis moi, j'ai pris cet été, j'étais en vacances en Espagne, je prends le train Madrid à Barcelone, ça m'a coûté 25 €. 25 €. Je suis allé avec mes 2 enfants et mon épouse, ça nous a coûté 100 € pour le voyage. Puis savez-vous quoi? Il y a 2 compagnies qui se concurrencent sur cette ligne-là. C'est ça aussi ce qui permet la TGV. C'est que sur la ligne Montréal et Toronto, vous avez 3 compagnies aériennes qui offrent les dimensions de la compétition. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y aurait pas de la compétition éventuellement sur ce type de ligne avec une pression à la baisse sur les prix. Donc, et sur la question de... puis ça, je pense qu'on va s'entendre tout le monde, c'est qu'à partir du moment où vous contribuez, vous faites une nouvelle emprise où
n'y a rien qui vous empêche de passer un train régulier sur la même emprise qu'un train à grande vitesse. Ça. Il n'y a absolument rien qui vous l'empêche. Le ACLA qu'on voit dans nord-est américain, ils sont capables d'aller frapper au-dessus de 250 km sur 2 segments. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Ils ont une moyenne de 240 km/h. C'est quand même mieux que 177 km/h, quand même. Ce n'est pas l'idéal, mais au moins, ils vont plus vite que le train actuellement. Puis, vous pouvez prendre à 8 heures votre TGV. Et en arrière, vous avez à 8h10 le train régulier qui, lui, va faire plus de stops que le train de TGV, qui, lui, va faire moins de stops, va contourner par voie des villes, etc. Il n'y a rien qui dit, par exemple, qu'on devrait arrêter à Ottawa à toutes les fois. Il pourrait avoir un shortcut qui passe Montréal-Toronto directement, mais des fois, tu peux avoir un train qui arrête à Ottawa. T'sais, il y a cette flexibilité-là aussi qu'il faut qu'on soit capable de se donner comme société. Juste mentionner aussi, il y a des gens qui disent « Ah, ça ne fonctionne pas en hiver, un TGV. » Bien, il y en a un qui est en train d'être construit en ce moment, le ACLA, la nouvelle version. C'est un TGV. Ça fonctionne à Boston. Boston, c'est quand même OK. C'est peut-être pas nécessairement la ville de Québec en termes de fraîcheur en hiver, mais c'est quand même pas piqué d'hiver. Il y en a des tempêtes aussi à Boston comme tel. Donc, la technologie existe. En ce moment, évidemment, il y a le train en Californie qui est vraiment un contre-exemple. Si on compare aussi avec ce qui se fait en termes de coûts partout en Europe, vraiment un contre-exemple. Mais là, en ce moment, il y a une discussion pour lancer un nouveau train entre Las Vegas et Los Angeles qui est évalué à 12 milliards de dollars US en ce moment, comme tel, et avec une possibilité de le bâtir d'ici 2028, parce que 2028, pourquoi? C'est les Olympiques de Los Angeles. Ils veulent le bâtir à ce moment-là. Il y a une discussion au Texas sur un TGV. Il y a une discussion dans l'Ouest américain par rapport à Vancouver, probablement plus loin dans le temps. Mais l'Amérique rattrape, là. L'Amérique s'aperçoit que partout en Europe et en Asie, les gens adoptent ce mode de transport-là et que peut-être il faudrait s'ajuster. Donc, la question, c'est, pour nous, au Canada, on en parle depuis longtemps. J'ai vu cette publicité-là dans la presse en fin de semaine. Ça m'a fait, puis tout le crédit à la presse. C'était Alstom et Bombardier qui faisaient une publicité il y a 30 ans, en 1993, sur un TGV comme tel. Alors, à l'époque, j'ai trouvé ça drôle parce que maintenant, vous savez, les deux entreprises sont ensemble, ont été fusionnées. Et nous, ce qu'on se dit maintenant, c'est que si, à l'aube de la décennie 2030, on ne fait pas un TGV, honnêtement, je veux dire, on va manquer un objectif fondamental parce que c'est en ce moment qu'il faut saisir l'opportunité. On ne peut pas vraiment se dire qu'on va commencer par faire un train régulier, puis après ça, on verra si on va l'augmenter. Ça veut dire que le Canada, contrairement à plusieurs pays à travers le monde, c'est probablement un des rares du pays du G20 qui n'en a pas, de TGV, va manquer une fenêtre qui est importante. Puis, dans le fond, est-ce qu'on va avoir une meilleure occasion pour vraiment provoquer un transfert modal, réduire les GES, améliorer les transferts économiques dans ce corridor-là que si on a un TGV? Nous, on ne pense pas, puis on pense que l'occasion, c'est maintenant, puis il faut la saisir. Voilà. Merci beaucoup, M. Marcel. J'ai vu qu'il y avait plein de monde en avant qui ont plein de choses à dire, plein d'opportunités de réagir. Moi, j'ai aussi plein de questions. J'ai barbouillé partout. Je ne sais plus où mettre mes notes. Mais je pense que je vais pouvoir vous donner l'occasion de réagir puis de répondre à ce qui vous a fait réagir, en fait, avec ma première question. Il y a été beaucoup question d'achalandage, de transfert modal, de marché, de part de marché. Puis on a parlé aussi de stratégie axée sur le client, mais on ne l'a jamais défini. C'est qui ce client-là? Qui on essaie de convaincre d'embarquer dans notre train, qu'il soit rapide ou fréquent, ou idéalement les deux? Mais est-ce qu'on vise juste la clientèle d'affaires? Est-ce qu'on vise des gens qui se déplacent là pour le loisir en famille? Ou on veut créer une connexion entre Toronto et Montréal, par exemple? C'est qui le client qu'on vise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse pour moi? Allez-y, M. Lefebvre. Bien, en tout cas, pour VIA, dans le cas de VIA, c'est tout le monde. Si on regarde les passagers aujourd'hui, comme les passagers d'avion, c'est qu'il y a des passagers dans tous les groupes dont vous parlez. Et donc, il faut être capable de les servir tous, que de l'étudiant qui n'a pas d'argent, en principe, et jusqu'à la personne retirée, etc. Alors, ça, et ça, il n'y a pas vraiment à part le prix du billet, il n'y a pas vraiment de différence pour tous ces gens-là. Alors, mais c'est tout le monde. C'est les gens d'affaires et les gens non d'affaires. Tout le monde vise la même chose. Maintenant, pour le transfert modal, vous avez posé une question sur le transfert modal,
Je vous ramène encore à l'étude d'EcoTrain, parce que c'est la seule qu'on a sur un train à haute vitesse. Le transfert modal est à peu près le même que le transfert modal sur le TG à grande fréquence. Et je vous invite à regarder, entre autres, parce que c'est une des choses qui est le fun dans l'étude de EcoTrain, c'est qu'ils ont regardé un train à 200 km/h puis un train à 300 km/h. Et donc, on voit l'impact de la vitesse. Et l'impact de la vitesse, c'est que c'est à peu près la même chose. Le transfert modal est à peu près le même dans le 200 puis dans le 300. Alors, c'est pas ça qui... Ça fait pas... Au niveau du transfert modal, c'est pas ça qui fait une grosse différence. J'ai l'impression que M. Barriot n'est pas 100% d'accord avec vous. Je vais peut-être aller, au lieu d'aller dans la confrontation, je vais peut-être donner un exemple comparatif. Et là, vous m'excusez, le Conseil régional sur l'environnement, mais je vais parler d'autoroute 30 secondes. Quand on a regardé dans les années 30, commencer à étudier la question des autoroutes. Est-ce qu'on devrait les construire, oui ou non? Des voies dédiées qui vont plus rapides que les autres versus continuer à améliorer nos routes nationales qu'on avait. Les études d'analyse coût-bénéfice disaient que ça ne vaut pas la peine de construire les autoroutes avec leurs grands viaducs puis leurs sorties. Juste continuons à dépenser à gauche puis à droite pour améliorer notre réseau de routes nationales. Et là, encore une fois, je m'excuse, je ne parle pas de l'impact environnemental, de l'étalement urbain, de toutes ces choses-là. On regrette un peu cette décision aujourd'hui, quand même. Sauf que, fondamentalement, les études démontraient que le réseau autoroutier, c'était gaspiller de l'argent, puis personne ne s'en servirait, il n'y aurait pas un besoin. Mais on ignore le pouvoir transformateur à moyen et long terme. Et un projet comme ça, ce n'est pas un projet pour 10 ans, c'est un projet pour 150 ans. Et là, si le gouvernement décide de dépenser maintenant l'argent, c'est pas vrai que dans 15 ans, on va être capable d'aller rechercher l'argent. C'est pas vrai que dans 20 ans, on va être capable d'aller chercher d'autres argent. C'est une question de now or never. Fais-le maintenant ou pas. Et je m'excuse, puis juste une autre chose, le budget d'un TGV, c'est peut-être juste l'équivalent de 4 fois la ligne bleue. Ça peut sonner majeur, mais c'est peut-être 4 fois la ligne bleue. Comme société, est-ce qu'on dit c'est trop pour faire un projet transformateur qui permet d'améliorer les liens économiques? Puis il y a une raison que les gens ne vont pas à Toronto, outre le fait que c'est Toronto, c'est que c'est pas pratique. Et quand on voit les liaisons de TGV, quand on voit les liaisons aériennes à low cost et tout ça en Europe, ça a rapproché le monde de partout. Et là, on l'a vu, c'est pas ma génération, mais il y a une musicienne qui s'appelle Taylor Swift qui est très populaire. Et il y avait un article dans le New York Times l'autre jour, puis il disait que c'était 1% de l'industrie aérienne et l'industrie hôtelière, je me rappelle bien, c'était 1%, est lié directement aux gens qui se déplacent à l'intérieur des États-Unis pour aller voir les concerts de Taylor Swift. La reine. Mais reine de la mobilité. Mais sans ça, sans les infrastructures, on ne peut pas le faire. Et je me rappelle, notre bon vieux Régis de Québec, il disait, lui, il rêvait la journée où le monde pourrait vivre à Québec puis travailler à Montréal. Avec les infrastructures actuelles qu'on a, on ne peut pas faire ça. Juste revenir peut-être sur la question du coût-opportunité comme tel. La question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'un TGV, ça coûte cher ou ça coûte pas cher. C'est sûr que c'est un investissement important à faire. La question, c'est ça vaut-tu de la peine par rapport au projet qu'on met sur la table actuellement? Puis, on parle de l'étude d'Écotrain. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est à la page 70 de l'étude d'Écotrain. Vous allez voir ça. Quel livre? Celle de 2011. Non, mais quel livre? Il y a 10 livres. OK, je vais te l'envoyer, Pierre. Okay? Parce que visiblement, tu n'as peut-être pas vu cette page-là. Compare le 200 km par rapport au 300, puis c'est le 200 km diesel. Tu es d'accord là-dessus? Oui. 200 km diesel par rapport aux 300 km électrique. Ça va jusqu'à date? Absolument. OK, good. La différence de coût entre les deux, c'est 12 12 Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le projet qu'on nous propose actuellement, c'est un projet électrique. Thank God. On est content que ce soit ça. Le projet TGF, c'est un projet électrique. C'est un projet qui va avoir plusieurs voies dédiées. On est d'accord? Donc, moi, je me pose la question.
quelle est la pertinence d'investir? Puis l'essentiel d'un coût de TGV, là, partout à travers le monde, là, c'est de construire une voie dédiée puis de l'électrifier. C'est ça l'essentiel du coût. C'est pas le matériel roulant qui coûte cher, là. Le matériel roulant qui roule à 300, qui roule à 200, il n'y a pas une grosse différence de coût là-dedans. C'est le coût de l'infrastructure et de l'électrification. Quelle est la pertinence d'investir autant d'argent au Canada pour électrifier un corridor puis d'en avoir plusieurs parties dédiées si on ne va même pas chercher le petit supplément, je ne sais pas de combien il pourrait être, ça dépend de plein de facteurs, nombre de stations, arrêtez-vous dans toutes les villes, etc., plein de facteurs. Mais de ne pas aller directement à la vitesse. Quel est l'intérêt de le faire? Moi, je me pose cette question-là. Je vais vous Vraiment. amener d'ailleurs sur la question des investissements parce que c'est intéressant, puis on sait que c'est le genre de problématique, combien ça coûte, qui fait reculer des gouvernements. C'est vrai pour ce projet de TGF, TGV et tous les autres projets de transport collectif, si vous voulez mon humble avis. Est-ce que, selon vous, il y a un montant maximal auquel ça ne vaut plus la peine de faire un projet ou le coût de l'inaction est trop grand? Vous avez parlé du cas de la Californie avec des montants qui sont... Il faut le dire, là, on comprend les décideurs de faire un petit saut quand même. Est-ce qu'il y a un montant maximal auquel on ne devrait pas se rendre? Non. Il n'y a pas de montant maximal là, où on ne devrait pas se rendre tant que les coûts-bénéfices sont là. Et qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est qu'un projet qui va avoir essentiellement les mêmes bénéfices va coûter 3 fois plus cher. Parce que c'est vrai que tu vas prendre des voies dédiées, tu vas l'électrifier, mais si tu veux passer au-dessus de 110 000 à l'heure, 177 km à l'heure, il va falloir que tu construises au-dessus de 500 ponts. Et 500 ponts au niveau des GES, c'est énorme. Il n'y a rien qui coûte plus cher en GES que de couler du béton. Et le coût est 3 fois plus élevé. Fait que moi, ça me fait plaisir. L'autre question, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de la définition d'un train à grande vitesse. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu toutes sortes de définitions. On m'a dit 200, 250, la définition officielle, etc. Ma définition favorite, c'est le PDG de British Rail qui me l'a donné. Il m'a dit c'est un train pointu qui va plus vite que celui d'avant. Il m'a dit c'est un terme de marketing, essentiellement. Mais moi, j'ai toujours choisi 110 km à l'heure, 170 km à l'heure parce que c'est le moment où les coûts triplent. Alors, c'est pas le projet actuel. C'est pas le projet actuel. Le projet actuel, c'est 200 km/h, 100% électrifié. C'est ça le projet actuel. Ben oui, c'est ça le projet actuel. C'est faux. Qu'est-ce que tu viens de dire est faux. OK? Ils ont dit qu'ils étaient prêts à accepter des tronçons jusqu'à 200 km à l'heure. En fait, ils sont prêts à accepter jusqu'à un TGV. Ils n'ont jamais dit que le train irait à 200 km à l'heure. C'est au privé de décider qu'est-ce qu'il va faire. Et le privé verra sur le côté. D'ailleurs, qu'est-ce qui est brillant du projet tel qu'il est proposé aujourd'hui? C'est pas souvent que je dis que le gouvernement est brillant, mais ils ont dit, nous autres, on est prêts à payer 50 % de l'équité. On demande au privé de mettre 50 % de l'équité, puis d'aller chercher 50 % de dette. Alors, votre actionnaire principal, mais au lieu d'être en train de nous parler ici, je serais prêt à parler avec votre actionnaire principal et dire qu'il faut absolument qu'on présente un train à haute vitesse si on est si convaincu que ça. Parce que dans les paramètres du gouvernement, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que le payeur de taxes ne payera pas plus que 50 % de l'équité. Alors, allez-y. Oui, on laissera les consortiums proposer leur projet. Là. Tout à fait. On verra qu'est-ce qui en sortira, puis on verra si eux, ils jugent qu'un train régulier, ça va amener le ridership nécessaire dans ce corridor-là. On verra à ce moment-là. L'autre chose, by the way, je me suis parce que c'était le fun de regarder la présentation, parce que ça ressemblait à mes vieilles présentations de train à grande fréquence qui disaient à peu près les mêmes choses, et qu'il y avait même la courbe en S. Mais par contre, dans la courbe en S, il y avait la SLE, et le corridor du Nord-Est qui était dedans, qui à l'époque avait 0 à haute vitesse et qui avait 85 % de part de marché par rapport à l'avion dans le corridor. Oui, et on se rappelle la raison pourquoi. C'est après le 11 septembre, les normes de sécurité aux États-Unis sont devenues tellement longues que les temps de déplacement... Et si on regarde les statistiques, en 3 ans avant le 11 septembre et 3 ans après le 11 septembre, les chiffres ont complètement balancé dans la part modale entre l'aviation et le train. Je vous invite à aller voir les résultats de la CELA. Vous allez voir que ce que vous venez de dire est absolument faux. Chose certaine, les gens qui nous écoutent aujourd'hui ont beaucoup de lectures à faire ce soir. Ça ne sera pas facile. Est-ce qu'ils ont des questions, Sarah? Moi, j'en ai d'autres pour vous. Une plus technique. Technique, peut-être pas tant que ça, mais le fameux tunnel du Mont-Royal va être utilisé par le REM maintenant. Donc, peu importe la vitesse auquel notre train ira, est-ce qu'on va être capable de se rendre au centre-ville? Est-ce qu'on va faire le tour de la montagne? Est-ce qu'on va arriver dans le nord de l'île de Montréal? Monsieur Barriot, une réponse? Je vais embarquer de celle-là, vu qu'étant donné que mon confrère ici est sous entente de non-disclosure, donc il ne pourra pas parler de cette question-là.
La question, il faut se rappeler, le tunnel sous le Mont-Royal, là, historiquement, c'est le tunnel du CNR qui a été transféré quand le CN a été créé. Et Via Rail a utilisé ce tunnel-là jusqu'en 92, quand l'AMT a modernisé le train de banlieue de Deux-Montagnes. Et à l'époque, Via Rail a dit, le tunnel, j'en veux plus, ça vaut pas la peine, je vais forcer le monde de l'Abitibi puis du Saguenay de faire le tour du Mont-Royal. Il y a une décision fondamentale de Via Rail qui a été prise en 92 de « je n'utiliserai plus le tunnel sous le Mont-Royal ». Ça, c'est un fait. Tu pourras me dire tout ce que tu veux. Ça, c'est un fait. En 92, Via Rail a abandonné le tunnel. Est-ce que Via Rail aurait pu plus jouer du coude et dire plus que « ah, on a un projet peut-être qu'un jour, que peut-être qu'il va se faire sous le Mont-Royal, donc peut-être qu'on va le réutiliser », c'est son choix. Bon. Ça, c'est du passé. Ce qu'on peut dire présentement, c'est la chose suivante. Bien des réseaux de TGV à travers le monde, ce qu'ils ont décidé, c'est de ne pas emmener les passagers au centre-ville. Je sais, à Montréal, ça crée un scandale qu'on dit cette chose-là. Mais si on va au Japon, la majorité des grandes villes, ils ont construit une gare qui s'appelle Shin. Shin qui veut dire nouveau. Donc, tu as Shin, Osaka, tu as grosso modo toutes les villes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une gare qui n'est pas au centre-ville, qui est à quelques kilomètres du centre-ville, qui permet de sauver des milliards de dollars à ne pas avoir des tunnels qui traversent au centre-ville. Et ce que tu fais, c'est quand tu achètes ton billet, eh bien, il t'inclut un ticket. À Montréal, ce sera un équivalent du ticket du REM, qui, en 2 minutes 10, va être capable de t'amener de l'arrondissement Saint-Laurent au centre-ville. Et ici, c'est la même chose qu'on propose. Et même, il y a des gens, entre autres de l'Université McGill, qui ont réfléchi à la question. Ils se posent la question, au lieu d'avoir tous les trains à la gare centrale, puis que tout le monde qui se rende à la gare centrale, si on a la gare à l'arrondissement Saint-Laurent qui est connectée directement sur l'autoroute 40, est-ce qu'en plus, justement, vu que ça va être connecté sur la ligne bleue, la ligne verte et la ligne orange via le REM, la moyenne des temps de déplacement pour aller à une gare en banlieue serait peut-être plus rapide que pour aller au centre-ville? Alors, il y a peut-être des choses que je peux dire là-dessus qui ne sont pas publiques ou qui sont publiques, en fait. Je peux dire les choses qui sont publiques. Non, ils sont connus. Alors, je vais parler premièrement de 92. OK? Qu'est-ce qui a été la décision en 92? La décision de 92 a été par le gouvernement fédéral de couper les services de trains passagers. Et la décision a été à l'époque de prendre tous les trains qui étaient sur CP et de les envoyer sur CN. Alors, c'est ça la décision qui a été faite. Et c'est pour ça que la Havelock a été abandonnée comme train pour le passager. Peux-tu parler du futur? On peut parler du futur. 92, ça ne m'intéresse pas, moi. Ce qui m'intéresse, c'est 2050. Non, mais c'est correct, c'est le fun. Excellente ligne. Mais on va revenir au tunnel. Moi, quand je suis parti de chez Via Rail, la caisse disait qu'on passerait par le tunnel. Fait que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais en 2018, on passait par le tunnel. Deuxième chose, qu'ils le disent ou non, qu'ils le fassent ou non, que vous disiez ce que vous voulez, un bris de service en train passager, ça coûte entre 40 et 60 d'achalandage. OK? Puis ça, vous pouvez je ne sais pas où est-ce que vous avez pris vos idées, mais si vous regardez toutes les études dans le monde, c'est 40 à 60 d'achalandage. Quand on a posé la question à nos amis chez Steers, on a eu exactement ces résultats-là. Parce qu'une minute de transfert dans l'esprit d'un passager, c'est 3 minutes. Okay? Et la deuxième chose, c'est quand un train de Via Rail va arriver à la 40 avec 1000 passagers, avec des balises, puis il va débarquer à 7 heures le matin ou à 7h30 le matin ou à 8 heures le matin avec les trains qui arrivent de Deux-Montagnes bondés, bien, ça ne sera pas en 2 minutes, ça va prendre un train, 2 trains, 3 trains, 4 trains, jusqu'à temps qu'ils soient capables d'embarquer. Alors ça, c'est public, c'est ça qui est la réalité. Alors, on peut décider qu'on va faire ça, et après ça, il y a toute la question des cyclages des trains. OK? Parce que là, après ça, c'est comment est-ce que tu vas amener tes trains de la 40 pour aller rejoindre les lignes pour aller en Ontario. Rapidement. Et ça, c'est essentiel pour l'opération du train et les coûts d'opération du train. Et ça, c'est vrai pour le train à grande fréquence comme pour le train à grande vitesse. Juste peut-être enchaîner là-dessus. Moi, je pense Vite, que là, vite, puis ensuite, on va... la question, c'est que le tunnel du Mont-Royal, il est occupé par la REM. Ah ouais. OK? Fait que, il est occupé par la REM. Fait que là, on a plusieurs choix. Si on a l'obsession de la gare centrale, puis j'utilise le mot, l'obsession de la gare centrale, c'est soit on va faire qu'on fasse le tour de la montagne vers l'ouest, puis là, on va perdre beaucoup de temps. Puis là, à ce moment-là, je vais être le premier à dire, bien, si tu fais un TGF, un TGV, puis que tu perds 40 minutes pour faire le rentrer à Montréal, faire le tour de la montagne, you kill the purpose.
Ou bien tu creuses la montagne. Puis là, il y a une question de coût qui vient par rapport à ça. Ou bien tu crées une nouvelle gare au nord, intermodale. Et c'est vrai que les études ont toutes été faites, puis là, c'est sûr que tu as du transfert. C'est vrai que le bris, ça existe. Mais le REM change quand même la donne. Puis, juste pour vous montrer, là, j'avais amené une diapo juste là-dessus, comme tel. Là, ce qui est en vert pâle, c'est le REM. Puis ce qui est en blanc, c'est potentiellement le corridor sur lequel le train arriverait par le nord, par Laval, puis entrerait en ligne de compte. S'il y avait une gare à faire, évidemment, ce n'est pas gare centrale. Mais la rue Jean-Talon, par exemple, autour de Canora, on est à l'entrée du Mont-Royal. Vous êtes sur une gare du REM. De là, le gens qui débarquent, le REM, il faut se rappeler, c'est un train Géo4 automatique, passe aux 2 minutes et demie. Vous êtes à 6 minutes du centre-ville. De là, 6 minutes du centre-ville. Vous n'attendez pas une demi-heure sur le quai que le train arrive. Le train est là aux 2 minutes et demie. Alors, la question, c'est le coût-opportunité. Est-ce que ça vaut la peine soit de creuser ou de contourner quand, dans le fond, on aurait la possibilité de peut-être construire une gare intermodale là? Et moi, je l'amène d'autant plus dans la perspective d'un TGV, peut-être moins d'un TGF, mais d'un TGV, parce qu'on m'a déjà expliqué, le TGV, il faut qu'il se comporte un peu comme si c'était un aéroport. Donc, il faut qu'il soit quand même relativement accessible aux gens, si vous voulez que les gens aillent prendre vers cette gare-là et partir. Puis je m'excuse, là, mais pour les gens du nord de l'île de Montréal, de Laval, de la Naudière, se rendre au sud de l'île pour aller à la gare centrale, c'est pas si évident que ça. Donc, d'avoir quelque chose qui est plus central sur l'île, c'est quand même c'est pas le centre-ville, mais c'est quand même le centre de Montréal. On ne parle pas de faire une gare à Laval ici, là. C'est pas de ça qu'on parle. Peut-être que le coût-opportunité peut être intéressant. Alors, moi, je suis complètement agnostique sur la question de la gare. Je trouve que ça appartient à l'aménagement urbain. C'est à eux de vérifier qu'est-ce qu'il y en est, voir l'impact sur l'achalandage, j'en suis. Mais je pense que de se fermer à l'idée, principe, en disant non, il faut absolument que ça aille à la gare centrale, sinon c'est la catastrophe, pas si sûr que ça. Non, c'est pas la catastrophe, c'est qu'il y a des coûts. Mais le temps nous manque, messieurs. Je vais devoir vous rappeler à l'ordre. Je vais y aller avec une dernière question, peut-être une réponse dans l'ordre dans lequel vous êtes assis, 30 secondes max, parce que sinon, je voudrais être comme à l'Assemblée nationale puis vous couper le micro. Mais vous avez quand même mentionné que ça fait 50 ans qu'on essaye de faire un projet dans le corridor. On a parlé de train à grande vitesse beaucoup. Là, on a un projet qui est sur la table qui est flou au niveau de la vitesse. En tout cas, il y a de l'ouverture de la part du gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, on a raison d'y croire à ce projet-là ou on pense que ça va faire pouet comme tous les autres puis à cause des 50 dernières années? Monsieur Barriot. Si on peut signer un contrat avec le gouvernement tombe, oui. Sinon, on est fichu. On a peur des conservateurs, donc qui abandonnent ce projet. On entend ça. Monsieur Lefebvre? Bien, sauf que les conservateurs ont appuyé le projet. Je ne suis pas inquiet qu'à ce moment-ci, je n'ai pas de raison de croire que le gouvernement du Parti conservateur va arrêter de faire le projet à grande fréquence. Mais on a raison d'y croire, donc? On a raison d'y croire, oui. Ça avance. Monsieur Marcel? Moi, j'y crois plus que jamais. Étant donné le processus qui est en place, les appels d'offres sont lancés, les consortiums qui se sont positionnés, c'est du monde très sérieux, international. Alors, ils ne vont pas pour le plaisir, là. Ils vont pour vrai. Alors, moi, j'y crois. J'ose espérer qu'on va être ambitieux. De se faire dire qu'on ne peut pas, puis qu'on ne peut pas, puis qu'on ne peut pas, c'est ça qu'on fait depuis 50 ans. Là. Mais tous les autres pays, eux autres, ils peuvent, mais nous autres, on ne peut pas. Le Maroc, il peut, le Danemark, il peut, la Pologne peut, la France peut, mais nous autres, on ne peut pas au Canada. Nous autres, c'est tout le temps trop compliqué, c'est tout le temps trop cher. On ne peut pas. Fait que moi, j'espère que les gens vont être ambitieux, puis que finalement, fassent entrer le Canada dans la modernité au niveau du rail. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. Je suis convaincue que les gens, autant dans la salle qu'à la maison, sont contents d'avoir assisté au débat parce que vraiment, vous avez répondu à plusieurs des questions. Je ne sais pas si les gens partent avec plus de réponses ou plus de questions. Dans tous les cas, je suis convaincue que tout le monde continue de suivre ce projet-là, puis ça donne quand même foi en l'avenir de voir l'optimisme de tout le monde, puis une relance certainement des réseaux ferroviaires au Québec et au Canada. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis à bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup.